Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Histoire de livres. J'ai toujours de grands privilèges de vous présenter des auteurs, souvent de vous les faire découvrir avant tout le monde, et c'est le cas de mon invitée aujourd'hui, Mme Suzy Pelletier. Bonjour Suzy. Bonjour Marie. Suzy est l'auteure d'un tout nouveau livre qui est un roman fantastique intitulé « Le pays de la terre perdue ». Et Suzy nous amène dans un univers vraiment spécial. Elle nous met dans un contexte où tous les lecteurs et les lectrices vont sûrement se retrouver en état de choc, pratiquement. Alors, Suzy, comment est venue l'idée? D'abord, pour permettre aux gens de mieux vous connaître, situez-moi un peu votre parcours qui vous a amené jusqu'à l'écriture de ce livre. Bien, en fait, pour tout vous expliquer, je suis originaire de Sherbrooke. Et j'ai toujours adoré l'apprentissage, j'ai toujours aimé apprendre. Donc, pour moi, j'ai même visité 4 universités, donc j'aime beaucoup apprendre. Alors, je suis toujours à la recherche de choses intéressantes comme ça. Et j'ai un parcours professionnel avant de commencer l'écriture de ces livres-là. J'ai 35 ans d'expérience dans la fonction publique fédérale. Donc, alors tout ça, ça a enrichi ma tête, j'ai envie de dire, et maintenant, je suis en train de vous dévoiler ce qu'il y a dans ma tête à travers cette série-là. Et ce projet de livre, c'est un projet donc qui vient en transition dans votre vie. Votre carrière se termine et c'est comme si vous ouvriez la porte pour une nouvelle carrière. Tout à fait. Quand la retraite est arrivée, je voulais vraiment me plonger dans mon monde créatif. Et le roman est arrivé un peu comme ça, un peu de façon... C'était pas quelque chose que je pensais que je ferais, mais il est arrivé et j'ai décidé de voler avec le livre, tout simplement. Comme la plupart des gens qui, sans le savoir, nourrissaient l'idée d'écrire, celui-ci s'est révélé à vous dans quel contexte? Comment l'élément déclencheur s'est-il produit? L'élément déclencheur est curieux. J'ai appris au printemps 2011 que j'avais une tumeur dans ma jambe. Et donc, encore une fois, la science et la technologie allaient sauver ma vie parce qu'on allait tout simplement l'enlever, on allait refermer le tout et j'étais pour vivre le reste de mes jours correctement. Et je me suis posé la question. J'ai dit, si on n'avait pas cette technologie-là, qu'est-ce qui se passerait? Et là, j'ai commencé à écrire tranquillement, pas vite. Les mots sont alignés. Et c'est devenu trop gros pour être juste une petite nouvelle ou un texte de blog. Et un soir, l'idée complète du roman est apparue dans ma tête. C'est comme ça que c'est né. Alors, qu'est-ce qui se passerait si demain ou ce soir, je ferme les yeux et toute la technologie disparaît au complet? Je me retrouve tout seul avec ce que j'ai sur le dos, en pleine nature. Et c'est le prétexte ou l'élément central de ce livre-là. Vous nous faites découvrir une héroïne auquel on peut s'identifier facilement, qui est Nadine. Comment Nadine va-t-elle vivre sa quête de survie, pratiquement? En fait, Nadine se retrouve directement au pays de la terre perdue, sans vraiment savoir comment elle est atterrie là. Hein? Je vous le dis, un claquement de doigts et on est rendu au pays de la terre perdue. Et elle apprend à vivre avec ça. Bien sûr, Nadine est une héroïne qui a tous les talents pour être capable de se débrouiller là-dedans. Elle a les connaissances aussi qui lui permettent de survivre là-dedans. Et elle apprend au jour le jour. Chacune des journées lui apprend quelque chose, à la fois sur la nature, à la fois sur elle-même. Et elle fait beaucoup de comparaisons avec ce qu'elle vit au pays de la terre perdue, seule, en nature, et toute la civilisation qu'elle a connue, ses valeurs. Donc, c'est l'objet du livre. On est vraiment dans le plus pur roman fantastique, puisqu'on ne peut identifier de lieu. On est en même temps dans un roman hyper réaliste, parce qu'on est dans un environnement que Nadine nous fait découvrir vraiment pas à pas. C'est le cas de le dire. Pourquoi avoir choisi le meilleur des deux mondes, je dirais, entre le roman fantastique et le roman vérité, pratiquement? Bien, en fait, ce qui est important pour moi, le fantastique, j'aime beaucoup lire le fantastique et je vais probablement en écrire d'autres un jour, mais ce que je voulais vraiment, c'est de travailler l'univers philosophique derrière ça.
C'était ça qui était pour moi la chose la plus importante. Donc, de créer un univers qui ressemble un peu au nôtre, qu'on pourrait voir, par exemple, dans le parc de la Gaspésie ou qu'on pourrait reconnaître dans le Nord québécois, pour moi, c'était super important pour permettre aux lecteurs de vraiment comprendre la richesse de la démarche de Nadine et de tout ce qu'elle est obligée de faire pour survivre dans cette nature-là et de comprendre que nous, comme humains, on est très loin de ce que Nadine vit. Ça, c'était aussi la chose que je voulais vraiment développer. Qu'on se conscientise au fait qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on s'éloigne de notre nature même. Et ça pourrait être aussi un roman à portée écologique, puisque vous nous amenez à nous re-questionner en regard au prélèvement qu'on doit faire comme humains dans la nature pour réussir à survivre. Cet engagement-là, pourtant, n'est pas très explicité. Vous avez glissé sur le facteur écologique comme étant un élément parmi tant d'autres. Pourquoi? Bien, Nadine se retrouve tout seule au pays de la Terre perdue. Donc, très vite, elle prend conscience que même si elle a ces notions-là et ces valeurs-là de protéger l'environnement, elle est la seule à puiser dans toute cette nature-là. Donc, elle a la possibilité de laisser la nature vivre d'elle-même et de ne pas mettre son empreinte qui va détruire. Elle ne détruit pas, Nadine, parce qu'elle n'a pas une empreinte. Mais quand on parle d'une société aussi grosse que celle qu'il y a sur la Terre, c'est sûr que là, maintenant, il faut qu'on ait des principes plus élevés au niveau de la protection de l'environnement et au niveau de l'écologie. Mais je suis très curieuse de savoir votre procédé d'écriture. Écrire un tome 1 de ce qui deviendra une collection de 6 tomes, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Est-ce que ça vous a demandé vraiment une discipline particulière? C'est curieux parce que dans ma tête, l'histoire a été organisée depuis le début. Depuis que j'ai commencé à écrire au printemps 2011, l'histoire, pour moi, elle est très ferme dans ma tête. Et tranquillement, j'ai commencé à écrire et les 6 tomes sont écrits. Donc, dans le fond, tout ce que je fais présentement, c'est de les retravailler, de perfectionner, d'aller plus loin au niveau des émotions, ce qui me permet de rendre le livre encore meilleur. Mais au niveau discipline, je ne peux pas dire que je suis très, très, très disciplinée. Ma tête est organisée, mais ma façon de procéder est pas vraiment très disciplinée. Les idées peuvent sortir à 2 heures du matin. Je referme les yeux parce que je sais qu'elle va rester là. Et quelque part dans la journée, je vais l'écrire. Et j'ai pas de pattern qui dirait « je travaille de 8 heures à 5 heures ». Là. Non, j'ai pas ça. Non. Ça vous a sûrement demandé aussi une très vaste recherche. On retrouve dans ce livre de l'information. Comment avez-vous stabilisé l'information même que vous alliez retenir pour les fins de la survie de Nadine? Ça a pris une grosse recherche, et effectivement, j'ai beaucoup lu. J'avais déjà beaucoup d'informations que j'avais déjà. Comme biologiste, j'avais déjà un bon départ, mais ça m'a obligée à faire de la recherche sur les plantes, entre autres, sur les roches et tout ça. Et j'ai été obligée de faire des choix. Par exemple, si on parle des plantes du Québec, il y en a des milliers et des milliers qu'on peut utiliser. Bien, je ne cherchais pas à faire un catalogue de plantes du Québec. Je cherchais à montrer que Nadine utilise les plantes pour survivre dans son milieu. Donc, j'ai dû faire des choix. J'ai bâti plusieurs documents qui me permettent de passer d'un livre à l'autre et de savoir et de ne pas perdre ces éléments-là. Entre autres, les personnages, il fallait que je m'assure que le prénom dans un se retrouvait le même dans le deuxième et jusque dans le 6e. Donc, j'ai créé cette banque d'informations-là qui existe et qui, d'ailleurs, je vais déposer tranquillement, pas vite, d'une semaine à l'autre, sur mon site Web, et qui devrait permettre aux gens de pouvoir s'imprégner encore plus du pays de la Terre perdue. C'est excellent. C'est vraiment une démarche étonnante, d'une part, et on a souvent comparé les gens qui écrivent du fantastique à d'autres auteurs qui ont marqué l'époque ou la génération. Dans votre cas, on vous compare à cet auteur des Enfants de la Terre qui nous avait présenté
présenter Aïla, ce personnage qui a fait le tour du monde et qui nous a beaucoup informés et en même temps intrigués. Personnage créé par Jane M. Howell, qui a été vraiment un succès international. Comment vous réagissez quand on compare vos styles d'écriture à celui de Jane Howell? Je connais très bien la série pour avoir lu chacun des livres 2 à 3 fois. C'est une série qui m'a beaucoup impressionnée. Donc, la première fois qu'on m'en a parlé, c'est comme une fierté qui est rentrée dans ma tête et dans mon cœur parce que de me faire comparer avec Jane Howell est une merveille. En même temps, je suis j'essaie de rester un petit peu candide parce que Jane Howell, c'est quand même une auteure très connue qui a fait une œuvre. Je vais laisser les lecteurs continuer à faire leur cheminement et si on me répète le compliment, je vais le prendre. Bien, c'est bien. Vous êtes parti aussi d'une passion qui vous habite depuis des années, je crois, qui est celle de faire du camping ou du trekking. Donc, l'approche de la nature est quelque chose que, personnellement, vous avez aussi expérimenté dans votre vie, d'où la magnifique jaquette de couverture, d'ailleurs, qui nous ramène vraiment à l'essentiel du pays de la Terre perdue, avec Nadine seule dans sa tente ou avec le contenu de sa tente. Vous avez déjà vécu une expérience comme ça en trekking? En trekking, on part régulièrement pour des périodes de 2 à 3 jours et on s'immerse dans la nature. C'est sûr que maintenant, au niveau... on peut aller marcher à peu près partout dans le monde et de profiter de gîtes en montagne bien étoffés, avec des bons matelas, la possibilité de faire la cuisine. Mais quand on était plus jeune et puis qu'on partait en camping comme ça, bien, on partait avec une tente orange de cette nature-là, qui existe encore. Le sac à dos, dans le fond, celui qu'on voit là, c'est un de ceux que nous avons à la maison. On part avec des bottes, on part avec un minimum de matériel pour être capable de se tremper dans la nature. Donc, quand on était plus jeune, oui, ça ressemblait un peu à ça, avec des tracés en montagne et en forêt qui n'étaient pas très débroussaillés. On marchait dans les racines, on devait tasser la branche pour passer. Là, c'est un peu moins parce que c'est plus contrôlé, hein, protection de l'environnement et tout ça. Bien, on retrouve un peu le contexte dans lequel Nadine sera placée, évidemment. J'ai puisé beaucoup là-dedans. Et votre question centrale demeure très préoccupante. Lorsqu'on lit le pays de la Terre perdue, on se pose constamment la question, est-ce que moi, je survivrais dans la nature sans toute la technologie qu'on a maintenant? Est-ce que vous avez une réponse à donner ou vous invitez les lecteurs à le découvrir à l'intérieur de votre livre? Je pense que chaque personne devra chercher elle-même cette réponse-là et je pense que c'est quelque chose que je vais laisser aux lecteurs, mais les lecteurs peuvent m'en parler comme ils veulent. Je vais me faire un plaisir de leur jaser. Je pense que des gens qui ont déjà, parce que le livre est vendu depuis mercredi dernier, j'ai déjà des gens qui sont surpris et qui se posent cette question-là. Si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que je ferais? Ça permet aussi aux lecteurs de prendre conscience qu'on a de la technologie autour et qu'il faut en prendre soin. Ouais. C'est sécurisant. Ouais. Alors, merci beaucoup, Suzy Pelletier, pour cet ouvrage que vous nous livrez. Je signale que nous ferons paraître à l'écran les sites Internet sur lesquels on pourra vous rejoindre, ainsi que votre site pour le blog. OK? Oui. Et je vous quitte, Suzy, en vous souhaitant la meilleure des chances et je vous laisse une petite pensée de Calvino. Lire, c'est aller à la rencontre d'une chose qui va exister. Merci beaucoup. Nous vous revenons après la pause avec notre deuxième invité du jour, l'auteur de Mafia Blues. À tout de suite. Bonjour, de retour à Histoire de livres. J'ai à mes côtés un auteur qui n'en est pas à sa première expérience. J'ai le plaisir de vous présenter M. Michael Draper. Bonjour, Michael. Bonjour. Michael nous présente aujourd'hui un livre dont le titre est Mafia Blues, publié aux éditions Klimt. J'aimerais d'abord situer un peu l'homme derrière l'œuvre et que vous m'indiquiez quel a été votre parcours de vie. D'accord. Bien, je suis né à Noranda, qui était seulement Noranda à ce moment-là. Il n'y avait pas de Rouen. Rouen était à côté, mais c'était pas fusionné. C'était une ville assez petite, mais qui était bilingue, à peu près moitié-moitié.
Et une ville très intéressante où il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient travailler dans les mines et tout. Alors, je me suis mis à lire très, très tôt, à 5 ans. J'ai commencé à lire avant d'entrer à l'école, avec mon père qui me coachait et tout ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé lire. Je lisais à une vitesse folle, et en anglais, en français. Et j'avais une collection de timbres aussi, qui me faisait découvrir toutes sortes de choses à l'étranger. Alors, et de là, à l'âge de 11 ans, on est allé à Montréal, et à Montréal, j'ai étudié au collège Jean de Brébeuf, que j'ai pas aimé du tout. C'était un collège que je trouvais snob, que je trouvais... les Jésuites voulaient faire de nous des têtes bien faites. On était l'élite de demain. Et comme j'avais un tempérament rebelle un peu, ça passait pas trop bien. Et je suis devenu assez rapidement un libre penseur, si on veut. J'étais assez à couteau tiré avec les professeurs sur beaucoup de choses. L'autorité et tout, oui. Et une fois les études collégiales terminées, je suis allé en sociologie à l'Université Laval. Et là, j'ai milité beaucoup dans des mouvements comme le mouvement Libération populaire. Il y avait la revue Parti pris, à laquelle j'ai collaboré. Il y avait, je faisais des éditoriaux, des chroniques enflammées dans le Carabin, le journal de l'université. L'écriture, c'était de l'écriture, c'était du journalisme. J'aimais beaucoup faire du journalisme. D'ailleurs, le premier article que j'ai écrit, c'était dans le journal du collège, et ça s'intitulait « L'amour des livres ». Et je ne savais pas à ce moment-là que j'allais écrire un jour, mais j'aimais beaucoup. Et à la fin de mon cours de sociologie du baccalauréat, je suis allé à Joliette et je suis allé voir le directeur d'un hôpital psychiatrique qui était là. C'était un gros hôpital. Et je lui ai dit, écoutez, vous avez 1300 patients, vous avez 1000 employés, c'est une ville. Vous avez que des cliniciens là-dedans. Il n'y a personne qui regarde l'ensemble. Mais il dit, on est là, nous. Oui, mais vous gérez, mais vous ne voyez pas l'ensemble. C'est une ville. Et j'ai dit, vous avez besoin d'un sociologue. Alors, il m'a engagé comme sociologue. Et j'ai fait, pendant 2-3 ans, là, toutes sortes de travaux, de recherche, d'observation, très, très intéressants, tout en poursuivant mes études en sociologie. Alors, tous les travaux que je faisais à l'université portaient sur ce que j'observais dans un hôpital psychiatrique. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes sur la nature humaine, sur les contradictions, sur tout ce qu'on peut appeler aussi les maladies mentales, si on veut, et tout ça. Bon. Les étiquettes, en fait. Les étiquettes, c'est ça. Les gens portent des étiquettes. Et j'ai d'ailleurs fait ma thèse de maîtrise sur la théorie de l'étiquetage. Et j'ai même eu le culot d'aller au Congrès des psychiatres du Québec, dire devant 300 psychiatres qui jouaient du violon devant moi que la maladie mentale, c'était un mythe. Et je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, mais en tout cas. Finalement, après ça, je suis allé étudier en administration des services de santé aux États-Unis. Et ensuite a commencé ma carrière internationale. Là, j'ai fait beaucoup de consultations, de la gestion de programmes et tout ça à l'étranger et aussi comme consultant basé au Canada. Donc, des années d'observation ou d'accumulation de matériel pour l'auteur. Oui, avec la sociologie, évidemment, on observe beaucoup. Ensuite, dans cet hôpital psychiatrique-là, et ensuite, j'ai continué à l'Université de Sherbrooke à faire de la recherche en psychiatrie sociale. Et ensuite, quand ma carrière internationale a commencé, là, j'ai vu beaucoup d'autres choses, évidemment. Et c'est là qu'on se rend compte que la diversité des cultures, la diversité des individus, à l'intérieur même des cultures et tout, ça, c'est... Alors, quand on généralise et qu'on dit, bon, moi, j'aime pas telle catégorie de personnes ou telle autre, il faut mettre de l'eau dans son vin parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, parce qu'on fait du cas particulier et on a tendance à faire de la généralisation par la suite. Mais comme auteur, ces éléments d'information et cette diversité a quand même nourri votre imaginaire, puisque vous en êtes venu ensuite à proposer plusieurs livres, celui-ci étant votre 3e. Comment s'est fait le premier passage vers la publication?
Le premier, bon, ça a été très long, c'est que j'étais en Guinée à ce moment-là, en 95, 96, avec ma femme. Et puis, je trouvais pas que c'était un pays très intéressant. J'étais un peu déçu, parce qu'on avait vécu en Indonésie avant ça, on avait vécu en Haïti. Et de me retrouver là, j'avais vécu déjà plusieurs années en Afrique avant, mais c'était pas le pays le plus intéressant. Et je me suis dit, ben, je vais commencer à écrire une fois pour toutes. J'avais des carnets où j'avais accumulé beaucoup d'idées, des schémas, des trucs. Mais jamais j'avais écrit parce que je passais mon temps à faire des rapports techniques. Et c'est un langage, c'est des termes qui sont tellement différents de l'écriture romanesque que j'avais de la misère à passer d'un à l'autre. Alors, je faisais des schémas, je ramassais des idées, tout ça, je me disais un jour. Et là, en Guinée, j'ai commencé à écrire et j'ai fait un truc qui faisait 450 pages. Et quand je suis revenu, tout content, moi, je me suis dit, je vais envoyer ça à, je sais pas, tu sais, chez Lafon, en France, collection best-seller. Bon, tu sais, on est ambitieux, hein? Ah oui. Et évidemment, ben, non, ça marchait pas. Il y a eu des refus, des refus, des refus. J'ai essayé, là, j'ai changé de titre. J'ai raccourci de 50 pages, ça marchait pas. J'ai trouvé un autre titre, j'ai raccourci d'encore 25-30 pages. Difficile. Et là, et finalement... ma fille qui enseigne la littérature au collège Antique m'a dit, mais faisais un deuxième, mais plus court, et quelque chose d'un peu plus roman policier ou quelque chose, et puis ça va t'ouvrir la porte pour le premier. Yeah. C'est ce que j'ai fait, puis ça a marché. Ça a fonctionné. Donc, la stratégie du deuxième qui passe en premier vous ouvre les portes. Et là, vous étiez dans le roman policier, alors que dans le premier, vous étiez dans un roman... Non, le premier, c'était ce qu'on peut appeler de la finance-fiction ou il y en a qui appellent ça de la friction. OK. Donc, un roman très contemporain. Oui, oui. Okay. Vous êtes une héritière avec des milliards, et puis ça transite de Hong Kong plus de grande saga à la Hollywood. Oui, avec un Québécois qui est là comme conseiller, et puis tout ça. Et alors ça, c'était vraiment un genre très, très différent. Et avec le roman policier, ben, je me suis bien amusé parce que depuis longtemps, j'avais l'idée d'un tueur à gages qui n'est pas capable de tuer une femme. Okay. Parce qu'il aime trop les femmes et il leur veut que du bien. Quel est le titre de cet ouvrage? Ça s'appelle Jazz School et Mort subite. Okay. Le Jazz School parce que le tueur à gages en question, c'est un contrebassiste. C'est un type qui vient que j'ai fait naître à Saint-Tite. Et alors, il était à Saint-Tite et son père avait foutu le camp à un moment donné. Il était tout seul avec sa mère qui tenait un dépanneur. Donc, sa mère n'était pas là beaucoup. Et un jour, il y a un de ses oncles, la police de la Sûreté du Québec, qui s'amène à Saint-Tite pour son travail et s'installe là. Alors, Réal Beauregard, qui est le nom du personnage, devient très, très proche de son oncle. Son oncle lui montre à tirer et il devient tireur d'élite. Et c'est comme ça qu'il devient tireur d'élite, avec son oncle de la Sûreté du Québec. Et un jour, son oncle, pour le récompenser parce qu'il a gagné des prix et tout ça, lui offre une contrebasse. Alors, il se met à jouer de la contrebasse et tout ça. Et à un moment donné, son oncle est tué dans l'exercice de ses fonctions par un braqueur de banque. Et là, il devient fou furieux. Il veut venger son oncle. Et, bon, il quitte le cégep de Shawinigan, il s'en va à Montréal avec sa contrebasse, commence à jouer un peu dans des clubs. Évidemment, il y a la mafia là-dedans, il y a de la drogue, il y a ça. Il commence à vendre un petit peu de drogue en se disant, bien, les gens vont aimer ma musique encore plus. Et petit à petit, il est amené à rendre un service beaucoup plus important aux parrains. Et quand il tue le premier, il voit dans cet homme-là l'assassin de son oncle. Et ça ne lui cause aucun espèce de problème. Et par la suite, on lui demande d'autres services, et il accepte que dans la mesure où il s'agit vraiment d'une ordure, là, de quelqu'un qui est vraiment là... méprisable, qui brutalise les femmes, que ce soit des prostituées ou d'autres, qui volent, qui mettent de la drogue dans les écoles. Alors, il va vraiment justifier et il devient son justicier à ce moment-là. Alors, c'est
C'est toute la question de... bon, puis en même temps, c'est un bon bonhomme. Est-ce que c'est le même personnage qu'on va retrouver? C'est le même personnage qu'on retrouve dans le troisième. Dans Mafia Blues? Oui. Alors, dans le premier, c'est ça. Là, on lui demande d'aller tuer quelqu'un qui est une femme au Mexique, qui est partie avec beaucoup d'argent, qui était promis à un baron de la drogue mexicain. Mais dans Mafia Blues aussi, vous faites voyager. Oui, beaucoup. Alors là, lui s'en va au Mexique, à Cancun, pour la tuer, mais quand il la voit, il est incapable, il tombe amoureux d'elle. Et elle, de son côté, l'a vu aussi, sans savoir qui il était, et ça clique. Okay. Alors, ils deviennent petit à petit, lui dit pourquoi il est là et tout. Alors, ça fait une crise, mais ils deviennent des alliés parce qu'ils sont tous les deux, à ce moment-là, la mafia au derrière, étant donné que lui vire capot. Et là, il y a des gens qui viennent de Montréal pour essayer de les tuer, tout ça. Là. Ils se défendent, il y a de la casse, il y a ci, il y a ça. Ça s'en va au Belize, qui est un petit pays juste au sud. Et à partir du Belize, là, ça commence à être chaud. Alors, ils se sauvent en Europe et jusqu'en Thaïlande. Et là, ils décident où ils veulent aller. Ils aboutissent en Australie. Ouais. Ils achètent un petit restaurant. Mais comme elle avait beaucoup d'argent, ils ont de l'argent pour s'ouvrir un restaurant. Ils ouvrent le restaurant. C'est une bonne façon de blanchir de l'argent. Et la vie va bien jusqu'au jour où... Je vais devoir laisser nos auditeurs sur cette question et ramener les gens à l'idée que Mafia Blues est maintenant celui qui sera... qui va prendre le pas parce que votre personnage principal, Réal Beauregard, revient dans Mafia Blues. Oui, c'est que ça commence... Ce livre-là commence le lendemain. OK. Donc, c'est la fin de l'autre. C'est la suite. De Jazz Cool, qui est actuellement en librairie. Qui est en librairie. Et pour lequel les gens... C'est ça, les gens peuvent se le procurer facilement. Alors, nous allons redécouvrir votre personnage central, qui, cette fois, va voyager aussi, toujours aux prises avec son introspection et ses problèmes d'éthique personnelle. Toujours. Et, alors, je dois déjà conclure, Monsieur Draper, sur cette courte entrevue, en laissant les gens, bien sûr, avec l'idée que pour un très bon suspense, un très bon roman policier, c'est le livre à vous procurer prochainement. Je vous laisse avec une petite pensée, parce que j'ai beaucoup aimé le caractère de Réal Beauregard. Alors, le caractère de l'homme fait son destin, et c'est signé Démocrite. Alors, je laisse les gens sur cette suggestion lecture. Notre émission d'aujourd'hui se termine déjà. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, le contact avec les livres, c'est toujours enrichissant. À bientôt.